ça doit être extrêmement intéressant, et même les autres. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Pierre Crépel. Pierre Crépel, qui est un mathématicien qui a fait sa thèse sur le calcul des probabilités, donc très sérieux, et qui, depuis 2004, où il est académicien, il s'est intéressé à l'histoire des mathématiques, et depuis 2004, il est devenu l'historien de l'académie, je peux dire, avec Dominique Saint-Pierre. Voilà. Et donc, vous en êtes archiviste et vous connaissez vraiment tous les manuscrits. Vous avez une mémoire extraordinaire. Et donc là, vous avez participé à une opération qui a été lancée par l'Académie des sciences. Je vais vous laisser expliquer. Il s'agit donc de parler de Lyon vu par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Bien, merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier la Société d'histoire de Lyon de m'avoir invité, car je ne suis nullement historien de Lyon. Je ne suis même pas lyonnais d'origine. Je suis d'origine extrêmement diverse. Et je vous expliquerai comment j'en suis arrivé là. Vous voyez dans le titre de l'exposé, il y a et al, parce qu'il s'agit en fait d'un exposé collectif et un certain nombre de gens qui ont participé à l'article qui est sorti l'an dernier dans les mémoires de l'Académie de Lyon sont présents. Alors, il faut toujours dédier un exposé à quelqu'un. Je vais le dédier au pasteur Mouchon, qui était un Genevois et de l'Église française de Bâle, parce que c'est lui l'auteur des tables de l'encyclopédie, et c'est grâce à lui, pour une large part, que je pourrais exposer ce que je vais vous dire. Et il faut remarquer que c'est la seule personne de toute l'histoire qui ait lu l'encyclopédie en entier. Non seulement il l'a lu en entier, mais paragraphe par paragraphe, il a mis en quelques mots quel était le contenu du paragraphe en question. Donc il l'a vraiment lu. Voilà le plan de mon exposé. Je vais d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et puis, il va falloir quand même que pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, on parle de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, de ses différentes éditions et de cette aventure d'une encyclopédie numérique, collaborative, critique et commentée. Donc, ce qui concernera Lyon, c'est la suite de l'exposé, ce que j'ai mis en bleu ici sur cette diapositive. Alors d'abord, pourquoi cet exposé ? Je dirais que c'est la rencontre et confluence improbable, peut-être même trop probable, des trois fameuses rivières de Lyon. Alors, celle qui joue le rôle du Rhône, eh bien, c'est le voyage que Condorcet et d'Alembert ont fait en 1770, en allant à Ferney, et puis ensuite dans le Midi, et en revenant en direction de Paris. Ils ont donc longé le Rhône à de nombreuses reprises et à divers endroits. Ce qui jouera le rôle de la Saône, c'est l'Académie de Lyon, puisqu'elle est au bord, elle est sur le quai, au pied, à côté de la cathédrale Saint-Jean, au pied du Vieux Lyon. Et ce qui jouera le rôle du troisième fleuve lyonnais, le Beaujolais, vous le verrez à la fin. Voilà. Alors, une petite explication sur les mots. Encre, ça veut dire édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie. Alors, pourquoi cela ? Bon, d'abord, vous savez, l'encyclopédie Diderot d'Alembert, c'est un processus qui se déroule selon la façon dont vous voulez le voir sur 20 ans ou sur 100 ans. La première édition, 1751-1772, a 28 volumes, 17 volumes de texte, 11 volumes de planches.
Et ces volumes sont publiés pratiquement au rythme d'un par an. Puis, après l'interdiction, ils sont tous publiés avec quelques retards en même temps, de 1751 à 1765. Quant aux volumes de planches, ils sont publiés de 1762 à 1772. Alors ça, c'est très important. Et vous le verrez par la suite, on aura de nombreux exemples qui nous expliquent un certain nombre de choses un peu étranges dans l'encyclopédie. Alors, il y a bien entendu des rééditions ou des éditions étrangères, des éditions pirates, etc. D'abord les éditions italiennes de Luc et de Livourne, l'édition de Genève, tout ça c'est des éditions in folio, grand format donc. Et puis, il y a un certain nombre d'éditions, in quarto, in octavo, etc., des suppléments, des refontes avec l'encyclopédie méthodique, etc. Et comme l'encyclopédie, au départ, ne devait être que la traduction améliorée de la Cyclopédia de Chambers, parue en 1728, on peut dire que le processus encyclopédique, il s'étend au bas mot de 1728 à 1832. C'est-à-dire plus de 100 ans. Mais on peut encore allonger d'ailleurs, en faisant l'histoire des dictionnaires antérieurs dans lesquels ils ont puisé, ou on peut prolonger par la suite, parce que ça a évidemment inspiré tous les dictionnaires qui ont suivi, y compris le Grand Larousse, par exemple. Alors, il y a eu des reprints, des réimpressions, notamment celle dite Pergamone en 5 gros volumes que vous avez en accès libre à la bibliothèque municipale et à quantité d'autres endroits. Donc ça, ce sont des photos. Vous avez des éditions de morceaux choisis, etc., sous toutes les formes. Et puis vous avez un certain nombre d'éditions numériques, soit sur CD-ROM, plutôt en ligne, qui ont leurs qualités et leurs défauts. Et l'objectif de celle-ci, c'est d'être beaucoup plus sérieuse, d'abord, en ce qui concerne les transcriptions des textes, de ne pas faire d'erreur de transcription. Ça demande d'abord de choisir un exemplaire particulier, parce que même pour la première édition, il y a quelques variantes. Donc, on a choisi l'exemplaire de la bibliothèque Mazarine pour des raisons qu'on pourrait exposer en détail. Et puis, il faut faire un travail d'édition critique et commentée, c'est-à-dire de mise en contexte, d'explication, etc. Donc, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Collaborative, évidemment, il y a 75 000 articles. Vous n'imaginez pas que ça va être une seule personne qui va faire tous ces commentaires et tous ces ajouts, toutes ces explications. Critique et commenté, ça, vous savez tout ce que c'est qu'une édition critique et commentée. Critique, c'est essentiellement dire qu'on fait un travail de comparaison des diverses éditions, des imprimés avec les manuscrits, des brouillons, de la réception immédiate, des recensions dans les journaux, des articles publiés en bonne feuille, etc. Et puis commenter, évidemment, d'une part, il faut commenter, il faut expliquer un certain nombre de choses, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas connus, même de l'époque, mais pas aujourd'hui, ou qui ont un sens différent. Et il faut également replacer les articles ou les ensembles d'articles dans leur contexte, sous des formes auxquelles vous êtes bien habitués. Donc il y a un cahier des charges, et il y a quantité et quantité de participants. Alors, on va parler donc un petit peu de cette aventure d'encre en allant se promener sur le site. Je vous ai fait quelques captures d'écran comme ça. Évidemment, il faut aller en amont et en aval des articles de la première encyclopédie, mais il faut aussi prendre un certain nombre de diagonales. Et vous vous rendrez compte qu'il y a une multitude. J'ai mis ici de cascades, de résurgences, de tourbillons, d'écueils,
hein. On en verra des exemples simples et des exemples compliqués. Et l'objectif un peu de cet exposé, c'est d'essayer de savoir s'il est possible, et si oui, comment, d'annoter collectivement un article comme celui de Lyon. Alors, allons faire un tour sur ce site. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Hein, donc, édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je passe, mais je vais vous montrer avec une baguette presque magique. Ici, recherche dans les titres des articles, etc. Donc là, si vous tapez Lyon, eh bien, l'article Lyon va vous apparaître. Hein. Ici, recherche par contributeur. Alors, vous prenez d'Alembert, Véron de Forbonnais, Quesnay, Turgot. Ici, recherche par domaine. Alors, il faudra discuter l'expression domaine, mais disons la physique, la géographie, la musique, etc. Et puis là-bas, recherche dans le texte. Alors, vous tapez un nom, par exemple Louise Labbé, hein, et vous essayez de voir si, quelque part, dans les 17 volumes de textes, de discours qui sont ici, ou les 11 volumes de planches, il en est question à un endroit ou à un autre. Voilà. Et puis, vous avez là documentation générale sur l'encyclopédie. Alors, quand vous cliquez ici, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de choses qui sont très utiles, notamment les sources et les suites. Hein. Alors, les sources, vous avez une petite présentation de la Cyclopédia de Chambers, du dictionnaire de Trévoux, etc. Et puis, comme tout ça est en général numérisé sous forme de photos, hein, on vous donne le lien, vous cliquez dessus, et si vous voulez, le tome 2 du dictionnaire de Trévoux, édition de 1721, ben voilà, vous l'avez, et vous regardez en particulier l'article correspondant à celui que vous cherchiez dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Voilà. Alors, vous allez me dire, il y a 75 000 articles. Combien y en a-t-il qui ont été traités aujourd'hui? C'est-à-dire où il y ait un dossier critique et puis l'article à noter. Alors, bon, 1 millier, quoi. Hein. Alors, il reste à savoir à quelle vitesse vont être faits les autres. Hein, pour savoir si ça va durer 75 ans ou 250 ans, ou si ça va aller au contraire beaucoup plus vite. Alors ici, en bas, vous avez les articles qui sont déjà annotés. D'abord, mettons celui qui a été annoté il n'y a pas tellement longtemps, hein, Charpente ou Charpenterie, il a été annoté le 11 novembre, hein, par Stéphane Lamouille. Et puis, si vous allez tout en bas, ben, vous trouverez la liste de tous les articles qui sont annotés et qui sont mis par ordre alphabétique. Voilà. Alors, je vais un petit peu me promener là-dedans. Je vous ai fait 2-3 autres captures d'écran pour bien vous donner une idée. Et puis après, ben, on va passer à Lyon. Alors, donc, je passe à la suivante. L'article Lyon, eh bien le voici. Donc, ça se présente de la façon suivante. Sur la partie droite, vous avez une photo que vous pouvez bien entendu agrandir. Hein, là, on n'y voit rien, mais c'est exprès. Hein, c'est pour que vous m'écoutiez au lieu de regarder. Et puis, sur la partie gauche, il y a la transcription. Alors, il y a eu quantité et quantité de transcriptions qui ont été faites, en général, par des petites mains asiatiques payées pas bien cher. Hein, mais avec Wikisource, etc., y a le travail bénévole de quantité et de quantité de gens est extrêmement efficace. Hein. Il faut avoir un œil acéré, hein, parce que c'est écrit tel qu'on le voit, hein, sur l'exemplaire de la Mazarine, qui est là. Donc, par exemple, c'est il n'y a pas d'accent,
Lyonnais, c'est écrit lyonnois, etc. Hein, quand on est habitué à, disons, à la réflexion, etc., on a l'habitude de, sans le faire exprès, quoi, de rétablir une orthographe plus moderne. Hein, mais là, ce n'est pas le cas. Bien. Alors, ici, vous voyez, ça, c'est le nom de l'auteur qui est mis. C'est le Chevalier de Jaucourt pour l'article Lyon, vulgarisé, etc. Il y a une fiche d'identité de l'article qui est faite à partir de ce qu'on voit exactement. Hein, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose entre parenthèses, là, c'est ce qu'on appelle un désignant. Donc ici, c'est géogre, au sens de géographie, ce qui est d'ailleurs faux par rapport à ce qu'on voit dans la suite, mais ça peu importe, on verra. Vous avez aussi les renvois. Ici, lugdunum, c'est le seul renvoi dans l'article, alors que ça mériterait d'en avoir bien d'autres, etc. Hein, donc cette fiche d'identité, c'est quelque chose qui est fait sans lire vraiment le texte, sans essayer de le comprendre, sans s'attacher au contenu. Hein, c'est simplement une description matérielle de ce qu'on voit. Et puis, vous avez des notes. Alors là, il n'y en a pas, mais je vais vous les faire. Elles sont faites dans le volume de l'Académie. Et vous avez ce qu'on appelle un dossier critique. Alors, je crois que le démarrer, la visite guidée, là, nous cache qui est ici. Alors, c'est quoi un dossier critique? Eh bien, un dossier critique, voilà le sommaire plus ou moins imposé. D'abord, il y a un chapeau général expliquant un peu où on va. Hein. Ensuite, l'auteur, les domaines, donc ce n'est pas exactement les désignants, mais c'est lié. Les enjeux de l'article, si par exemple c'est d'Alembert qui règle ses comptes avec Daniel Bernoulli, hein, on va mettre ça dans enjeux de l'article. Hein. Si c'est un article qui veut régler les comptes avec l'Église, etc., aussi ce sera expliqué là. S'il existe des études sur l'article en question, évidemment, on les met. Alors, il y a certains articles hyper célèbres de l'encyclopédie, je ne sais pas moi, expérimental ou comment dire, bon, il y en a tellement. Et puis, il y en a d'autres que personne n'a jamais lus et qui ne méritent pas d'être lus, d'ailleurs, quelquefois. Le plan de l'article, bien entendu. Un lexique technique, ça peut être utile. Vous prenez un article sur la soie, par exemple, ou le velours, etc. Donc, vous avez quantité et quantité de mots que les gens, même très cultivés, et même connaissant bien le XVIIIe siècle, ne connaissent pas. Correspondance interne à l'encyclopédie, donc c'est notamment les renvois, etc., dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sources compilées et rédaction. Quelquefois, l'auteur cite ses sources, quelquefois, il ne les cite pas. Donc, il faut expliquer les sources utilisées vraiment, et puis celles qui le sont explicitement et celles qui le sont implicitement. Ce n'est pas toujours simple. La réception, si le journal de Trévoux, par exemple, est rentré dans l'art de l'article, etc., ce qu'on appelle les métamorphoses de l'encyclopédie, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les éditions, l'encyclopédie d'Yverdon, les suppléments, l'encyclopédie méthodique, etc. Quelquefois l'article est repris tel quel, quelquefois il est complètement changé. Hein. Les échos et réemploi dans l'œuvre du rédacteur, donc si vous prenez d'Alembert, traité de dynamique, le traité de dynamique, c'est 1743. Il l'utilise dans l'encyclopédie, mais il y a une deuxième édition du traité de dynamique en 1758. Et puis, vous avez aussi ses opuscules, etc., sur lesquels il revient sur tout un tas de choses. Donc, il peut très bien reprendre des articles de l'encyclopédie dans ses propres œuvres. Et enfin, bien entendu, une bibliographie du dossier critique, bibliographie primaire, bibliographie secondaire. Alors, ce que ça donne, je vous ai pris un article presque au hasard. Presque au hasard, c'est l'article fornication. Alors, cet article fornication, il est très célèbre, parce qu'il commence d'une façon extraordinaire. Le dictionnaire de Trévoux dit que c'est un terme de théologie. Ça,
c'est Voltaire. Hein, mais cet article a deux parties, une par Voltaire et une autre par d'Alembert, à la suite. Voilà. Alors, je vous ai mis le chapeau hein, qu'a fait Myrtille, qui est à Lyon, et qui est spécialiste de Voltaire, Myrtille Méricam Bourdet. Hein, vous voyez, c'est 10 novembre, hein, donc je l'ai trouvé tout de suite, c'est un des derniers. En définissant ce qui relève d'un péché traditionnellement réprimé par l'Église, ce double article confié à Voltaire et complété par d'Alembert s'attache à laïciser, c'est-à-dire à séculariser la notion de fornication. La courte partie rédigée par Voltaire consacrait une définition fondée sur l'étymologie du terme et une réflexion sur ses emplois en langue est complétée par une réflexion philosophique incisive de d'Alembert qui réfléchit sur la nature criminelle des actions et sur le caractère relatif de leur gravité, soit qu'on les considère par rapport à Dieu, soit par rapport à la société. Alors, je ne vais pas tout vous dire parce qu'il suffit d'aller sur Encre, c'est gratuit et en ligne, hein, et vous pourrez lire à la fois l'article et lire les notes de Myrtille que vous trouverez en bas à droite, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, quelle note elle a pu faire? Eh bien, je vous ai mis la première note là. Hein. Alors, ici, regardez, vous avez ces espèces de petits drapeaux rouges là. Hein. Ces espèces de petits drapeaux rouges, c'est chaque fois qu'il y a une note. Et il suffit de cliquer dessus et vous avez la note. Alors, vous voyez, ce mot, il vient du latin fornix, petite chambre voûtée, dans lesquelles se tenaient les femmes publiques à Rome, etc. Et sa note, vous allez voir qu'elle est très érudite. Hein, ce n'est pas du tout un article qu'il faut lire comme ça pour le plaisir. Hein, c'est un article pour l'érudition. Voltaire ne retient pas l'étymologie donnée par Trévoux à l'entrée fornicateur, qui le dérive du grec pornos, qui signifie un impudique, c'est-à-dire débauché qui se prostitue, mais s'appuie en le reformulant sur les informations envoyées par Paulier de Bottins, voir la notice, donc il y a ça au-dessous, qui contestait l'étymologie grecque. Il n'est pas douteux que le mot fornication vient du latin fornix, etc., etc., etc. Hein, puis on cite la correspondance de Voltaire et tout sur le sujet. Voilà. Alors, eh ben, c'est donc ce genre de choses qu'il faut qu'on fasse pour l'article Lyon et qu'on a essayé de faire dans le volume qui est là. Voilà. Alors, moi j'ai une petite question, puisqu'on a dit que j'étais mathématicien. Voilà, Marie-Annick, vous n'avez pas fait d'études scientifiques? Non. Alors, savez-vous compter dans l'ordre de 0 jusqu'à 12? En principe, oui. Eh bien, voyez, tombez dans le piège. Parce qu'il s'agit de l'encyclopédie. Et je vous ai dit tout à l'heure, pourtant, j'avais mis quand même des balises pour faire attention. L'encyclopédie, elle est écrite par ordre alphabétique et il y a à peu près un volume par an. Hein. Donc, voilà l'ordre. 5, 2, 10, 12, 8, 9, 11, 4, 7, 6, 3, 1, 0. Alors, si vous regardez 5, 2, 10, 12 ou 4, 7, 6, 3, 1, 0, ce sont des articles à peu près indigents. Hein. 3, il va y avoir écrit 2 plus 1, enfin des trucs comme ça, aucun intérêt. En revanche, 8, 9 et 11, ils sont longs et intéressants. 8 pour des problèmes de parité, parce que vous voyez, 8 c'est une puissance de 2, hein, c'est 2 fois 2 fois 2. Et puis 9 et 11 parce que c'est la base 10 moins 1 et 10 plus 1. Et vous avez tous entendu parler de la preuve par 9, hein, qu'on faisait comme ça avec une grande croix autrefois à l'école. Hein. On peut faire aussi une preuve par 11, c'est un peu la même chose mais un petit peu plus compliqué. Et à partir de là, il y a des indications mathématiques qui sont tout à fait intéressantes. Ben pourquoi ça? Ben tout simplement parce que vers 1755, il y a le secrétaire de l'Académie de Montpellier, Société royale des sciences de Montpellier, Étienne Hyacinthe de Ratte, qui avait envoyé à l'Académie des sciences de Paris un mémoire intéressant, ça devait être sur les carrés magiques ou quelque chose comme ça. Et d'Alembert a vu ça, a dit « Oh là là, mais c'est quelqu'un qui a de l'avenir, je vais lui demander s'il ne veut pas nous faire quelques articles dans l'encyclopédie. » Voilà, il l'a sollicité et à partir de la lettre E ou quelque chose comme ça, le premier ça devait être exposant ou un nom comme ça. Mais non, mais c'est pas de rate.
Bon, je corrigerai. De rate, c'est pour des articles de physique. Froid, gel, etc. et tout ça. Hein, c'est Rallier des Ourmes. Voilà. Rallier des Ourmes. Hein, vous rayez Étienne Racine de rate et vous notez Rallier des Ourmes. C'est lui qui a envoyé cet article. C'était simplement pour voir si vous étiez réveillé. Hein. Bon. Alors, il écrit peut-être une quinzaine d'articles comme ça, hein, mais au milieu des lettres de l'alphabet. Donc c'est pour ça que 8, 9 et 11 sont intéressants à cause c'est H, N, O, vous voyez. Hein. Puis après, il laisse tomber et ça redevient à peu près sans intérêt. Voilà. Donc, on va regarder maintenant la géographie dans l'encyclopédie. C'est exactement le même processus. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, d'abord, l'encyclopédie, ça devait être une traduction de Chambers. Dans Chambers, il n'y a pas d'article géographique. Donc, c'est simple. Hein. Alors, les auteurs de l'encyclopédie, ils décident d'en mettre quand même. Hein. Vous savez qu'au début, c'était l'abbé de Guademalve qui était chargé de cette traduction améliorée. Hein. Mais bon, il n'était pas très, très sérieux. Et il a été remplacé en 1747 par Diderot et d'Alembert. Hein. Mais il avait envoyé aux collaborateurs putatifs une espèce de cahier des charges, hein, de consignes. Et ces consignes, on croyait qu'elles étaient perdues jusqu'à ce que Michel Dure les ait retrouvées à la bibliothèque de l'Académie de Lyon il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc on a un petit peu une idée comment ça s'est fait au départ. Donc il décide de mettre des articles de géographie, hein, mais ils sont au début signés d'une étoile, c'est-à-dire Diderot, et puis non signés, c'est-à-dire probablement encore de lui ou d'une personne qui était dans son entourage, genre, je ne sais pas moi, Toussaint, Edouce, etc. Hein. Bon, et puis c'est pris en main progressivement par le chevalier de Jaucourt, essentiellement à partir de la lettre F, hein, il y a un ou deux exemples avant. Le chevalier de Jaucourt va en faire une orgie totale, notamment dans le tome 17, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Parce que ces articles, pour lui, c'est essentiellement des prétextes à combler une lacune totale de l'encyclopédie, ce sont les notices biographiques. Il avait été décidé de ne pas faire d'entrée au nom de personne. Alors, on utilise le prétexte suivant. Hein. Dans la ville de ceci, il y a monsieur Untel qui est né. Alors, c'est l'occasion de faire une petite notice sur la personne en question. Donc, le premier endroit où on trouve juste un tout petit truc, mais alors une ligne, ça doit être à Champagne, je crois, hein, à Champagne, pour dire un mot de La Fontaine, qui est né à Château-Thierry. Hein. Et puis à Cos, pour dire un mot d'Hippocrate. Hein. Mais tout juste. Puis après, petit à petit, il fait des notices de plus en plus longues, et certaines qui font des pages et des pages. Hein. Donc si vous voulez tout savoir sur Newton, il faut aller à l'article Woolstrop, à la lettre W. Hein. Si vous voulez savoir comment Abraham de Moivre, qui était protestant, qui est mathématicien, a quitté la France, etc., qu'est-ce qu'il a fait, il faut aller à Vitry-le-François, hein, où il est né, etc. Bon, enfin bref. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai regardé les villes, les grandes villes de France. Enfin, de France, entre guillemets, parce que Nancy et Nice, c'est pas trop sûr que c'était la France à l'époque, mais bon, à peu près. Eh bien, au début, Aix, Amiens, Avignon, Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Douai, deux, trois lignes. Hein. Au milieu, c'est entre une demi et 4 colonnes. C'est signé DJ, ça veut dire chevalier de Jaucourt. Mais en général, il signe comme ça les articles un peu tout venant. Quand c'est un article dont il est vraiment content et qui est assez long, c'est signé en toutes lettres le chevalier de Jaucourt. Je ne suis pas absolument certain que ce soit exactement le cas partout, hein, mais c'est en général ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, hein, c'est quand même assez fourni.
Et puis, à la fin, là, vraiment, il se fait plaisir. Hein. Il va jusqu'à 10 colonnes pour Rouen, 8 pour Toulouse. C'est pour ça que c'est très important, hein, j'en reviens, pour compter de 0 à 12, hein, de prendre l'ordre alphabétique pour se rendre compte comment ces choses-là ont été faites. Alors, je prends contenu, voilà. Bah, il y a des données géographiques en général, c'est pas grand-chose. Hein. L'histoire, il y a pas mal de trous, vous allez voir, sur Lyon. L'état actuel de la ville, etc., bah, souvent pas grand-chose. Et puis des notices biographiques sur des personnes. Alors, elles sont de plus en plus nombreuses, comme j'ai dit. Et c'est en général des prétextes pour parler d'autre chose. Alors, je vais vous prendre un exemple, puisque j'avais oublié la ville de Metz là-dedans. Hein. J'ai pris Metz. C'est la seule ville du royaume où les Juifs aient une synagogue. Dans le supplément, on dit c'est pas vrai, il y en a aussi à Avignon et Strasbourg. Hein. Bon, mais peu importe. Et où ils soient soufferts ouvertement. Et puis à la fin, il fallait donc, en tolérant les Juifs, ni point joindre de clause infamante qui éloigna les principaux d'entre eux de se réfugier à Metz. Telle est la condition qu'on leur a imposée de porter des chapeaux jaunes pour les distinguer odieusement, condition inutile à la police, contraire à la bonne politique et qui, pour tout dire, tient encore de la barbarie de nos aïeux. Voilà. Donc ça, c'est classique chez Jaucourt. Hein. Un moment, il va à la lettre W, il va prendre une ville dans laquelle il y avait telle personne qui a fait telle dissertation et il va nous donner ses idées sur le célibat des prêtres en disant que dans le fond, c'est peut-être pas très intelligent. Hein. Une autre sur le carême. Il va dire, bah, il y en a le carême, ils font ça simplement le vendredi saint, il y en a d'autres qui le font pendant 40 jours, il y en a qui font de telle façon, il y en a qui font de telle autre. Donc finalement, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est Jaucourt tout craché. Voilà. Et il met des notices biographiques. Alors je vous ai pris celle-là, également à l'article Metz. Hein. Paul Ferry, elle est bien de son style, hein, fit à 20 ans un catéchisme de réformation auquel le célèbre Bossuet crut devoir répondre. Là, je pense qu'il se moque de lui. Hein. Ferry était l'homme le plus disert de sa province. La beauté de sa taille, de son visage et de ses gestes relevait encore son éloquence. Il est mort de la pierre en 1669 et on lui trouva plus de 80 pierres dans la vessie. Ah, vous voyez, c'est écrit comme ça dans un style totalement négligé et un peu provocateur, un peu quand même un peu exagérément décontracté. Hein. Mais il va faire ça à peu près partout. Voilà, alors, arrivons enfin à l'exposé. Je vais vous parler de l'article Lyon, et puis vous dire quelques mots d'autres, Beaujolais, Belleville, etc., Beaujeu, Villefranche, Zergues. Hein. Alors, c'est à peu près tous les articles qui parlent de notre région. Là, hein. La généralité de Lyon, vous savez, c'était les 3 provinces du Lyonnais, du Beaujolais et du Forêt. C'est une anarchie totale. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits à la va-vite, hein, qui sont piqués dans Vosgien, etc. Hein, on verra les exemples. Il y en a d'autres qui sont intéressants, mais qui ne sont pas du tout ce qu'on aurait attendu. Et puis, il y en a qui manquent, et on peut dire qu'aucun est vraiment fini, quoi. Voilà. Alors, allons à Lyon. Le plan de l'article. Ah, vous allez voir qu'il est extrêmement déséquilibré. Il y a d'abord, donc on a numéroté les paragraphes, hein, les alinéas à chaque fois qu'il a la ligne. Il y a d'abord l'histoire antique, assez longue. L'histoire plus récente, vous voyez, c'est presque rien. Donc l'histoire plus récente à partir des Burgondes, hein, et jusqu'à quasiment, enfin aujourd'hui, 18e. Sur l'administration, pas grand-chose. Alors la description, la situation géographique, à peu près rien, non plus. Et puis, la moitié, c'est des hommes célèbres de Lyon. Alors c'est le plan habituel, hein, pour les articles de Jaucourt, consacrés aux villes assez importantes. Alors j'avais noté que jusqu'au tome 11, voyez à la lettre N, la situation géographique se trouvait comme ici entre la partie historique et les hommes célèbres, alors que dans les tomes suivants, il l'a mis au début, ce qui est d'ailleurs plus habituel. Voilà. Alors, allons voir de plus près. D'abord, un exemple de note. Alors là, ça doit être, je ne sais pas moi, vers le milieu de l'article, hein. C'est ça, je vous ai dit, c'est la situation actuelle. Hein. Elle a une douane fort ancienne et fort considérable,
Mais il est bien singulier que ce n'est qu'en 1743 que les marchandises allant à l'étranger ont été déchargées des droits de cette douane. Cette opération si tardive, dit un homme d'esprit, prouve combien longtemps les Français ont été aveuglés sur la science du commerce. Alors ça, c'est tout à fait chose habituelle d'époque. Hein. Bon, il nous a fallu aller chercher un petit peu qui était cet homme d'esprit. Hein. Alors, bon, il est très probable que c'est l'arrêté du 13 octobre 1743 qui supprime les droits de sortie du royaume pour les tissus, hein, et qui n'est pas spécial à Lyon. D'ailleurs, dans l'article douane de Lyon de l'encyclopédie, on voit ça. Et si vous allez, Marcel Marion, les institutions de la France ou l'Ancien Régime et tout, vous trouverez ce genre de choses. Quant à l'homme d'esprit, ben, c'est Forbonnet, qui est d'ailleurs un des auteurs, un des co-auteurs de l'encyclopédie. Hein, c'est dans ses recherches sur les considérations sur la finance de la France, etc. Tome 1, page 67-73, hein, et page 215-220. Voilà. Donc Jaucourt, il se place tout à fait ici dans l'esprit de son temps. Alors, des notes comme ça, on en a fait des dizaines, je ne sais pas moi, 50, 60. Hein. Donc, je vous disais, au début, ça ne peut être que des annotations collectives. Vous pensez bien que moi, matheux, hein, sur les subtilités sur les débuts de l'histoire de Rome, tous les Gaulois, les Romains, etc., je ne suis pas bien capable de faire autre chose que de faire pire que les inconvenances et les approximations du chevalier de Jaucourt. Hein. Voilà. Donc, c'est essentiellement Jean-François Reynaud et Jean Burdi, hein, qui nous ont fait ça. Hein. Bon, et ensuite, diverses personnes, dont certaines sont ici, et que vous pourrez questionner. Alors, voilà l'équivalent du chapeau que vous aviez tout à l'heure pour fornication. Hein. C'est un peu ce que je vous ai dit. Hein. Cet article comporte essentiellement deux parties, l'une sans originalité sur l'histoire antique, l'autre est un prétexte pour donner la biographie d'un certain nombre de personnages de Lyon. Mais on trouve ailleurs, dans l'encyclopédie, de nombreuses informations importantes sur Lyon, qui auraient pu être signalées dans cet article, notamment par des renvois, parce que vous avez vu tout à l'heure que le seul renvoi, c'était Lugdunum, hein, sur le commerce de Lyon, son organisation, des règlements, ses tribunaux, ses spécificités, sur la fabrication des textiles, sur la musique, etc. Hein, voilà. Donc maintenant, on va passer un petit peu en revue ces autres aspects. Alors, avant ça, quelles sont les sources de l'article ? Bon, vous savez, de toute façon, quand vous voyez des dictionnaires, en général, les sources, elles ne sont pas bien explicites, hein, elles ne sont pas bien données. Donc là, ça n'échappe pas à cette règle. Alors, Jaucourt, en général, il ne dit pas. Mais si vous regardez le Vosgien, alors j'en ai apporté ici un exemplaire que j'ai chez moi, qui est de 1779, mais il y en a pas mal d'éditions, hein, c'est certainement une édition de 1740 et quelques qu'il a eu. Vosgien, donc ça un titre un peu étrange, hein. C'est un dictionnaire géographique portatif, voilà, ou description des royaumes, etc., dans lequel, traduit de l'anglais sur la 13e édition de Laurent Échard, avec des additions et des corrections considérables par M. Vosgien, chanoine de Vaucouleurs, nouvelle édition, etc., etc., etc. Bon, ça a toute une histoire, ce dictionnaire, j'entre pas dans ce genre de détails, hein. Mais pour vous prendre un exemple, en ce qui concerne la situation géographique, ça c'est intéressant parce qu'il donne la longitude et la latitude. Donc c'est assez facile de voir si ça a été pompé dans Vosgien ou ailleurs. Et de temps en temps, alors comme d'habitude, avec toute la décontraction possible, il donne la longitude et la latitude, soit sans citer de source, soit en disant d'après Cassini, soit en disant d'après ceci, d'après cela. Alors vous voyez, par exemple, dans Vosgien, la longitude, c'est 22 degrés, 29 minutes, 53 secondes. La latitude, 45 degrés, 45 minutes, 51 secondes. Et dans l'encyclopédie, là, c'est selon Cassini, 22 degrés, 16 minutes, 30 secondes. Donc, vous voyez, c'était 22 degrés, 29 minutes, ça change pas mal. Et la latitude, 45 degrés, 45 minutes, 20 secondes, là, elle n'est pas très différente. Voilà.
Donc, ce genre de petits détails permet un peu d'avoir une petite idée sur les sources. Hein. Mais bon, Vosgien, il n'est pas plus rigoureux que Jaucourt, donc ils peuvent, même quand ça coïncide, ils peuvent avoir piqué ces données, chacun dans la même source. Voilà. Alors pour la partie d'histoire antique, il cite de nombreux auteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il les ait lus. Hein, parce que si c'est de seconde main, le fait de citer Juvénal, Suétone, Sénèque, etc., ça traîne un peu partout, quoi, hein. Alors vous me diriez, quand même, il aurait pu dire qu'il citait Ménétrier, qu'il citait le père de Colonia, etc., et tout ça. Ben non, il ne dit pas. Hein, et probablement, il a dû prendre un petit peu dans les différents dictionnaires qu'il y a, vous savez, Bell, Bruzen de la Martinière, etc. Et tout ça. Et pour les biographies, en plus des personnages eux-mêmes, là sont évoqués Jean Savaron, le père Sirmont, Fontenelle et Voltaire, hein, mais ça a été pioché un peu partout, notamment dans les dictionnaires biographiques de l'époque. Alors, quels sont les autres articles qui parlent de Lyon? Il y a, quand vous allez sur le site, là, sur Ancre, si vous tapez Lyon, où est-ce qu'il y a Lyon, vous en avez environ 400. Hein. Mais souvent, c'est simplement au passage. Hein. Telle personne, tel livre a été imprimé à Lyon, ou telle personne est née à Lyon, etc. Donc là, grâce au pasteur Mouchon, on a l'attention qui est attirée sur les articles les plus importants. Art, chambre de la santé, concert, conservation de Lyon, douane, horloge, lettres de change, lugdunum, monnaie courdée, paiement, c'est le moment où on paie les dettes, sextum vir augustal, soie, velours et vin. Et dans vin, vous pourrez remarquer qu'il est question, Côte-du-Rhône, et absolument pas du Beaujolais, ni même du Beaujolais nouveau. Voilà. Donc on va en regarder quelques-uns. Hein. Prenons sur les questions de commerce, monnaie et soie. Il y a des renseignements éparpillés. Donc par exemple, à l'article Conservation de Lyon, il y a un certain nombre de choses sur les foires. Parce que c'est quand même extraordinaire d'aller écrire un article Lyon, hein, sans avoir parlé une seule fois dedans des foires. Hein. Ça se trouve ailleurs. Mais il aurait pu faire un renvoi, il ne l'a pas fait. Cet article, je vous ai mis grand A, donc en général, les articles sont signés d'une lettre qui désigne un auteur usuel, habituel dans l'encyclopédie. Ah, c'est Boucher d'Argis, hein, qui est un juriste. L'article monnaie, il est question de la Cour des monnaies, il est question des cours des monnaies diverses, mais il y a un passage sur la Cour des monnaies de Lyon, mais pas du tout de l'atelier monétaire et de la façon dont on a fait les monnaies à Lyon. En revanche, les articles art, soie et velours qui ne sont pas signés, qui probablement sont plus ou moins liés à Diderot, mais vous savez, Diderot, il signait ses articles quelquefois par son nom, en général par une étoile dans les premiers tomes, ensuite il ne signe plus, hein, et comme il était directeur de l'encyclopédie, il a pu reprendre un auteur totalement, et puis y ajouter sa patte une fois de temps, comme ci, comme ça, et voilà. Donc, il y a un passage intéressant, il dit, mais pourquoi donc Lyon, en ce qui concerne la soie, est si extraordinaire? Et il dit, c'est la raison suivante, c'est le nombre des ouvriers. Ce n'est qu'à Lyon qu'il y a, hein, j'ai fait une faute, 30 000 ouvriers rassemblés. Mais dans toute l'encyclopédie, on a cherché, on n'a trouvé aucun exposé synthétique sur l'histoire de la soie et l'histoire de la fabrique de Lyon. Alors, ça, c'est des exemples d'informations qui sont données dans d'autres articles de l'encyclopédie. Mais malgré ça, il y a des choses où il y a à peu près rien. Hein. Si vous prenez, j'ai mis la situation des ouvriers. Il y a une absence à peu près totale dans toute l'encyclopédie. Hein. Donc, vous regardez les articles négociants, marchands fabricants, maîtres ouvriers, compagnons, apprentifs. C'est des articles très sommaires et qui sont peu liés à Lyon. Vous avez un article intéressant qui s'appelle « Manufactures réunies, dispersées ».
Alors, il donne un peu les avantages et les inconvénients que les manufactures soient réunies ou soient dispersées. Hein? Il n'est pas signé. Il est assez intéressant, mais c'est presque sans rapport avec Lyon. Vous voyez, donc j'ai trouvé un article qui est pourtant signé Jaucourt, qui s'appelle « Ouvrier à façon ». On appelle ainsi dans les manufactures de drap d'or, d'argent et de soie de la ville de Lyon les maîtres ouvriers qui travaillent ou font travailler pour les maîtres marchands et à qui on ne paie que la façon de leurs ouvrages. Le reste, comme l'or, l'argent, la soie, etc., leur étant fourni par ceux qui les leur commandent. Bon, c'est pas bien, hein, c'est pas bien gros, c'est pas bien explicite, mais ils savaient quand même que ça existait. J'ai cherché comme ça pour voir s'il y avait piquage d'onces, hein, parce que c'est quelque chose dont on parle pas mal à l'époque. Hein. Le mot piquage n'existe pas dans toute l'encyclopédie. Alors, vous savez qu'à Lyon, donc ça, cette partie-là, dans les notes, là, elle a été faite par Nicole Doquès. Hein, il y a eu un certain nombre de règlements concernant la façon dont devait être organisée la fabrique et tout ça. Hein. Le règlement du 8 mai 1731, c'est un arrêt du Conseil du Roi, et on doit choisir entre marchands et maîtres ouvriers. Ce qui signifie qu'avant cela, on pouvait, quelqu'un qui fabriquait les choses, il les revendait, il les redonnait aux marchands, ceux qui le payaient, hein, mais il pouvait en vendre un peu lui-même. Hein. Et là, tac, supprimé. Alors, ça n'a pas plu à pas mal de monde. Et finalement, un nouvel arrêt du Conseil du Roi, du 1er octobre 1737, autorise la vente directe. Hein. Et puis, le 19 juin 1744, l'arrêt du Conseil du Roi dit « retour au règlement de 1731 ». Alors là, ça a bardé, il y a eu des émeutes, etc. et tout ça. Ce qui fait que le prévôt des marchands, qui était furieux d'ailleurs, hein, le Claret de la Tourette, Jacques Annibal, etc., a annulé le règlement du 19 juin. Il a réussi à convaincre Palu, qui était l'intendant. On dit non, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu de meurtre, etc. Il faut admettre, les ouvriers sont dans des conditions difficiles. D'accord, très bien. Hein, voilà. Donc, le roi dit OK, et puis il finit par restaurer l'arrêt du 19 juin suite à ce qu'on appellerait aujourd'hui le lobbying des grands négociants. Et bien entendu, donc, il y a des révoltes, etc. Hein, et à la fin, les gros marchands, le roi, l'armée, la répression, prison, galère, mort, etc. 25 février 1745, et on finit par amnistier ceux qui restent. Alors les monuments maintenant. Il y a beaucoup d'articles dans l'encyclopédie où on vante un certain nombre de monuments importants en France. Et à Lyon, il y en a quand même qui sont pas trop mal. Eh bien, presque rien. Hein, sauf quelques allusions. Et en général, là où on ne les attend pas. Alors, vous voyez, l'article Hôtel de Ville, alors ça, c'est plutôt Mariani qui a fait ça. Hein. Il va être signalé, l'Hôtel de Ville est signalé à l'article Maçonnerie, qui est de Lucotte. Donc, quelqu'un qui a écrit quelques articles assez techniques un peu là-dessus, sur les ponts, etc. À l'article Tribune, à l'article Vestibule, par Jaucourt. Le Collège de la Trinité, bon, il y a une allusion vague, sans plus, dans l'article Collège de d'Alembert. Mais vous savez, l'article Collège de d'Alembert, c'est toute une histoire sur laquelle on pourrait revenir, hein, et qui au départ n'est pas spéciale sur Lyon, hein, et qui va le devenir après avec l'affaire Toloma, mais de façon très indirecte. Hein, la loge du change, le pont sur la Saône, à l'article pont de Lucotte et à l'article travée de pont du chevalier de Jaucourt. Quant à l'opéra, on ne vous dit rien dans l'encyclopédie, mais dans le tome 10 des planches, il y a une planche de l'opéra avec un certain nombre d'explications. Voilà. Donc, on arrive bientôt au bout. Les universités, les collèges, les académies, les bibliothèques, les imprimeries, pas grand-chose. Hein, franchement, pas grand-chose. Mais sur les académies, c'est à peu près pareil partout.
les 3 seules académies où on dit un peu donne un peu des informations, c'est Marseille, Montpellier et Toulouse. Mais ce n'est pas dans l'article Marseille, Montpellier et Toulouse lui-même, où c'est mis après, visiblement ajouté. Hein. Et vous savez que les prix des académies de Bordeaux et Dijon sont assez célèbres, hein, pas simplement pour Jean-Jacques Rousseau, pour la quantité d'autres gens. Eh ben, il n'y a rien de particulier, ni à Bordeaux, ni à Dijon, ni à l'Académie. Mais de temps en temps, on dit un tel, il a remporté un prix de l'Académie de Bordeaux, puis on raconte un petit peu ce qu'il y avait dedans. Hein. Voilà. La médecine, chirurgie, les hôpitaux, l'Hôtel Dieu, l'hôpital La Charité, etc. À peu près rien. Mais il y a un petit article sur la chambre de santé, chambre de la santé, hein, à propos des contagions. Voilà. Quant aux notices biographiques, eh ben, les notices biographiques, il y en a un certain nombre que je vous passe, mais il y en a d'autres qu'on aurait aussi bien vu. Hein. Alors, qui n'est pas les saints, etc., ça, on conçoit bien dans l'encyclopédie, hein. Mais Valdo, par exemple, ils auraient pu en parler. Eh bien, Valdo, c'est cité simplement un peu dans l'article albigeois et dans l'article bulgare. Mais, bon, pas dans l'article Lyon. On aurait pu penser à Rabelais, hein, qui est pourtant cité dans divers endroits, à Philibert Delorme, qui est aussi cité au passage, comme ça. Maurice Sèvres ou Louise Labbé, rien du tout. Hein, qu'on écrive à Labbé avec 2 B ou avec un seul, etc. Rien. Et les Coustou, il y a bien une petite notice, Nicolas Coustou, dans l'article Sculpteur. Voilà. Alors, dans les métamorphoses de l'encyclopédie, c'est-à-dire dans le supplément, l'encyclopédie d'Yverdon, etc., et tout ça, je vous dis simplement en gros, hein, dans Yverdon, dans l'encyclopédie d'Yverdon, donc c'est les années 1700, on va dire 70 à peu près, hein, et puis dans l'encyclopédie méthodique géographie, il y a pas mal de choses qui manquaient ici et qui ont été ajoutées. Hein. Dans le supplément, il y a juste un passage pour expliquer un peu les raisons du déclin de la fabrique à Lyon. Le supplément, c'est 1775-76. Hein, donc, évidemment, c'est 20 ans après. Voilà. Je passe. Dans les notices biographiques, dans la méthodique, à la fin, il y en a une sur Claude Poutot, le grand chirurgien lyonnais. C'est un peu normal qu'il n'y ait pas été en encyclopédie puisqu'il est mort qu'en 1775. Hein. Voilà. Alors, l'article Beaujeu, il est spécialement indigent et il est tiré du Vosgien. Hein. Alors, il y a un curieux article Zergue à la fin, dans la lettre Z. Hein. Bon, petite rivière de France, Beaujolais, etc. Vous avez compris que c'était la Zergue. Hein. Et dans l'encyclopédie In Quarto, qui est l'encyclopédie faite en grande partie à Lyon, Joseph Duplain, et dont le metteur en scène pour harmoniser les choses, etc., était l'abbé de la Serre, hein, il a ajouté un article à Zergue, hein, parce que c'était pas normal qu'il n'y en ait pas, mais il a laissé l'article Zergue à la fin. Hein. Et alors, on va terminer par Villefranche. Hein. C'est un article assez court. Là, je vous mets le chapeau que j'ai rédigé pour Villefranche, hein, bien dans le genre d'auteur. Les 2 tiers forment une notice biographique sur Jean-Baptiste Morin, fustigé comme astrologue. Donc ça, c'est tout à fait dans les habitudes de l'encyclopédie. Mais il est étonnant qu'il n'y ait pas de notice sur le chimiste Claude Bourdelin, qui est l'un des premiers membres de l'Académie des sciences, quand même. Hein. Et dans l'encyclopédie In Quarto, on conserve l'article Jaucourt, mais on y ajoute un complément signalé par les lettres AN. A, c'est article, N, c'est nouveau, donc de la Serre ou d'un de ses proches, de 15 lignes sur l'Académie de Villefranche, l'Académie des sciences et des beaux-arts de Villefranche, érigée par lettre patente de l'année 1696. Bon, elle était pas bien flambante au XVIIIe siècle, hein, mais bon, bref, peu importe. Voilà. Et alors, si vous voulez savoir d'autres choses sur Villefranche, vous allez voir l'article Femmes mariées. Hein. Les anciennes lois des Francs rendaient les maris beaucoup plus absolus, mais les femmes obtinrent des privilèges pour n'être point battues. C'est ainsi que les ducs de Bourgogne en ordonnèrent dans leur pays,
les statues de Villefranche en Beaujolais font la même défense de battre les femmes. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de contributeurs, hein, dont plusieurs sont ici, et auxquels vous pourrez poser des questions, surtout si je ne sais pas y répondre. Hein. Et pour terminer, eh bien voilà, moi je veux bien répondre à la cuisine encyclopédique, hein, et pour les autres, il serait meilleur que vous vous adressiez aux spécialistes. Voilà. Merci beaucoup.